Deuxième invité de BFM TVSD ce dimanche soir, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir et bienvenue. Vous avez notamment écrit Ce virus qui rend fou chez Grasset. Je le mentionne puisque nous parlerons du Covid évidemment tout à l'heure. Et puis on pourra vous voir au cinéma. Princesse Europe, film documentaire de Camille Lotto qui sort le 14 octobre, qui a suivi notamment votre tournée avec la pièce Looking for Europe. Pour m'accompagner ce soir, Christophe Barbier, Nora Madi. Bonsoir à tous les deux. Content de vous retrouver. Bernard-Henri Lévy, je voudrais qu'on commence avec cette actualité violente. À Herblay, où deux policiers ont été pris à partie, massacrés, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur. Un commissariat cette nuit attaqué à Champigny-sur-Marne. Est-ce qu'on est désormais dans l'ère de la violence décomplexée? Naturellement. On est dans l'ère du lien social qui craque. Et lorsque le lien social craque, en effet, il craque dans ce type de lieu symbolique. Les institutions, les gardiens de la paix, ce beau mot, ces policiers qui sont chargés de la sécurité publique, qui sont en effet parmi les cibles principales. Mais si le lien social craque, ça veut dire que lorsque les responsables politiques, comme on les voit à chaque fois, demandent plus de coercition, ils sont dans le faux selon vous? C'est pas là que ça doit commencer? C'est là que ça doit commencer, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Bien sûr qu'il faut retrouver les coupables, il faut que la justice les châtie, il ne faut pas tomber dans la culture de l'excuse, il ne faut pas dire que c'est parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Il faut d'abord commencer, je crois, par restaurer les vertus et la légitimité de l'état de droit. Après, qu'il faille en faire davantage, bien sûr, oui, qu'il faille réparer le lien social, ce beau mot de réparation, bien sûr. Mais là, il faut commencer par réagir, bien sûr. Mais ça fait des dizaines d'années, j'ai envie de vous dire, que ce problème est là, persistant, qu'il n'a pas été réglé, qu'on a observé les services publics déserter certains quartiers, qu'on a opéré une forme d'urbanisation étrange, qu'on a concentré les problèmes et que les responsables politiques de diverses étiquettes, d'ailleurs, ont condamné avec la même force. Ça fait des années, et peut-être davantage, que nous pratiquons, pour un grand nombre d'entre nous, la politique de l'autruche. On ne veut pas voir. On se dit, la génération suivante réglera, le gouvernement de la majorité suivante réglera. Ben là, on y est confronté. Il y a quelque chose, en effet, il y a une espèce de craquement général dans le lien social français, mais ça dépasse la France. Dans les grandes démocraties, il y a une sorte de... je crois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui la troisième grande crise du modèle démocratique européen depuis un siècle. Il y a eu une crise au moment de l'affaire Dreyfus, elles sont très différentes, elles ne sont pas comparables. Il y a eu une crise dans les années 30, où le lien social démocratique craquait, avec les conséquences et les explosions et les tragédies que l'on sait, et on est sûrement même, à l'aube d'une troisième crise du lien social démocratique, des valeurs de la civilité libérale, de cet art d'être ensemble qu'a fabriqué l'Europe au fil des âges. Oui, on vit cette crise-là qui est très profonde et on n'a pas voulu la voir. Dans les premières crises, dans les précédentes crises, l'État s'en sortait parce qu'il avait le monopole de la violence légitime. Ça permettait à Clémenceau de balayer les grèves d'ouvriers ou bien de lancer sa police à l'assaut des réduits anarchistes. Ça a permis de régler le 6 février 34 aussi par la violence. On trouvait normal que l'État parfois ait recours à la violence pour détruire les fauteurs de troubles et ceux qui voulaient mettre à bas la démocratie et la République. Ce n'est plus possible aujourd'hui. On l'a vu aussi bien à Notre-Dame-des-Landes que lors des Gilets jaunes. L'État n'a plus le monopole de la violence légitime parce que quand l'État use de cette violence légitime, on dit violence policière, on dit bavure, on est une société maintenant tellement humaniste qu'on ne supporterait pas qu'un jeune se fasse tuer dans une banlieue parce qu'il a jeté un feu d'artifice contre un commissariat et qu'un policier lui a tiré dessus. Donc c'est à la fois très bien qu'on n'ait plus ce réflexe-là et néanmoins nous avons affaibli la démocratie, ses représentants et les policiers. On n'est jamais trop humaniste. Le scénario que vous évoquez, la mort d'un jeune, parce que c'est évidemment insupportable. Néanmoins, le monopole de la violence légitime, c'est l'un des fondements, c'est pas le seul d'ailleurs, c'est l'un des fondements de l'état de droit. Mais il est inutilisable. Ils ne peuvent plus y avoir recours. C'est une guerre asymétrique. Écoutez, il est inutilisable, ben oui. Il n'est pas utilisé, mais il devrait être utilisé dans ces fameux territoires perdus de la République, dont on parle si justement depuis maintenant 20 ans.
il n'est pas acceptable que les détenteurs du monopole républicain de la force ne puissent pas entrer. Il n'est pas acceptable que lorsqu'ils entrent, ils soient conspués ou qu'ils ne soient pas suffisamment équipés. La violence légitime, ça ne veut pas dire de tirer sur les gens, ça veut dire d'être capable d'exercer une forme de dissuasion. Alors c'est vrai aussi qu'avec les moyens de plus en plus insuffisants qu'ont les forces de l'ordre, il est difficile de réclamer, de clamer ce monopole de violence légitime. Donc c'est une équation très complexe. Et c'est pas l'alternative, c'est pas Clémenceau d'un côté, tirant sur ça, c'est l'horreur. Et ça n'est pas de l'autre côté, laisser le terrain aux factieux, laisser le terrain à ceux qui rêvent d'un ordre autoritaire ou laisser le terrain aux islamistes radicaux. C'est ni l'un ni l'autre. Vous parlez de territoire perdu de la République, des rapports parlementaires, des études démontrent que depuis 40 ans, on pourrait peut-être parler de territoire abandonné de la République. Ouais. Vous savez à quel point dans ces territoires, et cela a été documenté, les services publics ont déserté. Prenons le cas de la Seine-Saint-Denis, typiquement. Il y a beaucoup moins de moyens, de justice, de police, de professeurs en moins, on le sait. Est-ce que de fait, il n'y a pas une forme de sécession de la République dans ces territoires qui conduisent de fait à une forme de violence renversée ? Écoutez, c'est ce que le président de la République a appelé dans son premier discours le séparatisme. Bien. C'est vrai que le séparatisme, il a deux volets. Il y a des minorités qui se séparent. On vient d'en avoir un exemple là, il y en a d'autres. Et puis, la République s'est aussi séparée d'un certain nombre de ses territoires. Les deux sont vrais. Quand il n'y a pas assez de juges, quand il n'y a pas assez de commissariats, quand les écoles sont en déshérence, c'est une façon, en effet, qu'a la République de se séparer. Et quand s'engouffrent dans cette brèche des gens qui disent que leurs lois, les lois mafieuses ou les lois religieuses sont au-dessus des lois de la République, vous avez des minorités qui prennent acte et qui prennent avantage de... Alors est-ce qu'elle n'est pas là la violence de l'État dans cet abandon ? Non, cet abandon, c'est une lâcheté. Vous savez, moi je crois que dans cette période où nous sommes, il faut faire très attention avec les mots et puis donc avec les idées. Non, l'abandon, la lâcheté, c'est pas la violence, c'est autre chose. La lâcheté, c'est un immense défaut, et surtout en politique, mais c'est pas de la violence. Attention à la tentation. Je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait des grands écrivains. Je me souviens, Jean Genet, à la une du Monde, au moment des attentats de la bande Bader, disant qu'il y avait la violence visible et la violence invisible. Violence visible des terroristes et violence invisible de l'État, c'est une fausse route. C'est un asile d'ignorance. Il ne faut pas tomber dans ce genre de piège-là. Donc, abandon, lâcheté. Il y a eu des bonnes réflexions, je pense à celle de Jean-Louis Borloo, il n'y a pas très longtemps, qui ont été produites et qui n'ont pas été... Et qui ont été balayées par le président de la République. Qui n'ont pas été prises en compte. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas une violence, ou alors plus rien ne veut rien dire. La violence, c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé à Champigny, ça c'est de la violence. Vous avez vu évidemment l'utilisation désormais récurrente du mot d'ensauvagement. Vous connaissez François Gémen, c'est un spécialiste des questions de migration. Il estime que l'utilisation de ce mot par une partie de l'exécutif justifie les propos de l'extrême droite. Et il ajoute même, en 84, Laurent Fabius dit « L'extrême droite pose les bonnes questions mais n'apporte pas les bonnes réponses ». Et à ce moment-là, ils ont ouvert la porte à tout ce qui s'est passé depuis. Oui. Nous parlons depuis tout à l'heure de violence. Est-ce que l'utilisation de ces mots ne contribue pas à l'accentuation de tout ce dont nous parlons ? La politique, c'est aussi une guerre sur les mots. C'est aussi des batailles sémantiques. Et c'est vrai qu'il y a des mots qu'il ne faut pas laisser à l'adversaire, par exemple. C'est vrai que le mot de patrie, par exemple, il n'y a aucune raison, les républicains doivent se l'approprier. Et puis il y a des mots avec lesquels il ne faut pas jouer, ça je crois. En effet, ensauvagement, c'est un mot dont on n'a pas besoin pour penser ce qui se passe là. Violence, barbarie, c'est des mots suffisants, sans avoir besoin d'adopter... Parce que quand on prend un mot, on prend tout un lexique qui va avec. On prend toute une série d'associations de mots. Un mot n'est jamais isolé dans une langue politique. Il charrie des mémoires, il charrie des imaginaires. Donc il faut en effet y faire très attention, et pour le bien
et pour le mal. La patrie, par exemple, c'est la résistance, c'est la Révolution française, c'est Valmy. Il ne faut pas laisser cette chaîne signifiante-là à des crétins ou à des salauds. En revanche, ensauvagement, c'est vrai que c'est le Front National, c'est vrai que c'est les classes dangereuses du 19e siècle, comme on les appelait. Là, la chaîne signifiante est une chaîne détonnante, c'est une chaîne qui peut mettre le feu aux âmes. Vous avez vu, pour l'exécutif, pardon, vous entends, mais utiliser ce mot, c'est dire les choses. C'est ne pas se boucher le nez. C'est accepter de regarder la réalité en face et parler tel que les Français parlent. En tout cas, c'est justifié comme ça. Il ne faut pas toujours parler comme les Français parlent. Voilà. Il ne faut pas toujours parler comme les Français parlent. Si on élit des femmes et des hommes politiques, c'est aussi pour leur tenir parfois un langage différent. Ou alors, si les politiques parlaient tous comme les Français parlent, on serait dans une espèce de régime plébiscitaire, populiste, sans institution, sans médiation. Non, c'est pas parce que beaucoup de Français disent ensauvagement qu'il faut dire ensauvagement. Christophe. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cet emploi par Gérald Darmanin de ce mot, où il a philosophiquement tort, une raison tactique, voire cynique, c'est de maintenir le jeu politique français dans un ping-pong entre Macron et les siens et Le Pen et les siens, de manière à fermer le jeu? Est-ce que vous vous résignez à cette idée qu'en 2022, ça sera Macron-Le Pen, Le Pen-Macron, parce que le jeu est fermé? D'abord, il me semble, je suis beaucoup moins spécialiste que vous tous de la politique intérieure française, mais j'ai vu cette séquence du ministre de l'Intérieur, je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Il me semble qu'il était horrifié et qu'il a probablement parlé avec ses tripes ou son instinct, et il a eu ce mot malheureux. Je ne crois pas que ça soit ni le signe d'une adhésion profonde aux thèses de l'extrême droite, ni davantage du cynisme. Je ne crois pas. Après, est-ce qu'il faut se résigner à l'affrontement entre Macron et le Front? Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas se résigner à cette montée qu'on nous a longtemps présentée comme inexorable, et souvent on nous la présente encore, du Front National. C'est ça le vrai problème. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura à l'arrivée. Ce à quoi je ne me résigne pas, c'est à l'idée que une force politique qui est profondément anti-républicaine, qui est profondément hostile aux valeurs libérales, qui est profondément hostile à cette Europe sans laquelle il n'y a pas vraiment de salut pour nos vieilles nations, qu'elles soient en tête des sondages ou si haut dans les sondages. Ça, je ne m'y résigne pas. Alors après, le second tour des présidentielles, franchement, on n'y est pas. Emmanuel Macron, nous parlions tout à l'heure de séparatisme, qui, au tout début de son discours, qu'il a prononcé au Muro, a dit je ne vais pas vous parler séparatisme, hein. Je vous parlais lutte contre l'islamisme radical. Il a utilisé ce mot et dit il est temps enfin de nommer les choses. Est-ce que c'était nécessaire? Il y a beaucoup de gens, dont Jean-Luc Mélenchon, qui ont considéré que c'était raciste comme discours. Écoutez, bien sûr que c'était nécessaire. Il y a un moment, là pour le coup, où l'impératif de nommer les choses s'impose. Se cacher derrière son petit doigt en disant les séparatismes et en faisant comme si cette loi s'appliquait au séparatisme à Saint-Nicolas du Chardonnay, mettons, autant c'est d'une hypocrisie monumentale. La question aujourd'hui, c'est cette lutte à l'intérieur de l'islam entre l'immense majorité des Français d'origine musulmane modérée et puis une minorité de factieux, de gens fascinés par le djihadisme et qui sont prêts à mettre le feu aux esprits. C'est ça la question. On ne va pas se raconter des histoires, les séparatismes en général. Jusqu'à nouvel ordre, ce ne sont ni les sectaires de ceci ou de cela qui mettent les bombes, qui mitraillent, qui assassinent, qui décapitent, qui exécutent la rédaction de Charlie Hebdo, ou qui encore, il y a quelques semaines, tentent de récidiver avec les journalistes de première ligne. N'y a-t-il pas un risque, Bernard-Henri Lévy, dans la présentation en fait de cet islam radical sur le territoire français, de créer et de la mise en place d'une loi qui doit être présentée le 9 décembre par le ministre, d'une glissade, d'un véritable amalgame qui pourrait toucher, stigmatiser et ostraciser une nouvelle fois les musulmans de France qui ont des pratiques modérées, qui demandent juste finalement à être pris en compte dans une forme
de normalité et à arrêter de se retrouver dans les gros titres des télévisions voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce traitement médiatique, de ce traitement politique qui conduit à pointer du doigt la responsabilité d'une communauté dans séparatisme ou ostracisme Personne ne met en cause la responsabilité d'une communauté, au contraire. Le vrai enjeu, et c'est ça, je crois, que demandent dans leur majorité les musulmans de France, c'est justement de se séparer de cette minorité d'extrémistes et d'islamistes. Et le piège dans lequel ils ne veulent surtout pas tomber, c'est le piège que leur tendent des islamistes et qui consiste à les amalgamer. Il faut les séparer. Au contraire, il faut dire et répéter que les islamistes radicaux ne sont pas l'islam et qu'il faut les traiter, qu'il faut dans certains cas les mettre au banc de la République comme tels. Un imam salafiste, un prêcheur de haine, c'est pas faire injure à l'immense majorité des musulmans de France que de dire celui-là, ce salafiste ou ce prêcheur de haine, il n'a pas sa place dans le lien social républicain. Dans le plan Macron, est-ce que vous croyez réalisable la création d'une sorte de clergé, en tout cas d'organisation de l'islam de France, pour protéger les musulmans de ces radicaux, pour trier le bon grain de l'ivraie, alors que toute la tradition musulmane, c'est justement de ne pas s'être construite avec un clergé? Vous savez, lorsque Napoléon réunit le grand Sanhédrin, la tradition juive, c'était pas non plus de se réunir ailleurs et en France autour d'un clergé. Ben écoutez, il a consulté les autorités rabbiniques de l'époque. Il leur a posé une question simple. Est-ce que les lois de la Torah sont compatibles ou non avec les lois de la République? Je vous laisse 48 heures pour répondre à la question. Ou de l'Empire, à l'époque. Pardon? Ou de l'Empire. Oui, ou de l'Empire, oui. Ou de l'Empire, oui. Enfin, ancien républicain devenu empereur. Et puis, ils ont répondu. Et ils ont, en effet, même si c'était une entorse à cette idée qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de... Voilà, là c'est la même chose. On est face à une situation d'urgence. Et il me semble, je ne veux pas parler pour eux, mais que très nombreux sont les musulmans français qui sont prêts à faire une entorse au principe que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité cléricale supérieure pour se débarrasser de cette maladie de l'islam qui les affecte en premier lieu, dont ils sont les premières victimes et qui fait qu'ils sont stigmatisés. Rappelez-vous en Angleterre, il y a 5 ans, ces cortèges de Britanniques d'origine musulmane qui sont sortis en disant « pas en notre nom ». C'était beau, c'était noble et c'était utile. Et c'était la meilleure manière justement de lutter contre l'amalgame. Bien sûr qu'il faut éviter l'amalgame. On voit bien aujourd'hui que malheureusement, ce n'est pas forcément dans les mosquées érigées que les jeunes gens se radicalisent, mais sur Internet, mais au travers de rencontres, etc. Première question, est-ce que du coup ça va suffire? Et deuxième question, plus large peut-être, n'y a-t-il pas aussi une hypocrisie de la part de la France dans sa politique étrangère que de continuer à fonctionner, à commercer, notamment des armes, avec des pays étrangers qui porte cet islam radical? D'abord, les pays étrangers en question, je ne sais pas auxquels vous pensez, mais... L'Arabie Saoudite, entre autres. Ils peuvent aussi changer. Ou au Qatar. Le Qatar, alors, oui. L'Arabie Saoudite, en l'état, ne semble pas changer. On renvoie là-dessus sur la question à l'assassinat commandité de Jamal Khashoggi. Qui est une monstruosité. Mais enfin, sur la question du soutien et du financement à l'islamisme radical dans le monde, et en particulier en Europe, les choses ont évolué. Donc, y compris de l'Arabie Saoudite. Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui, d'après ce que je lis, d'après ce que nous pouvons tous lire, il y a une prise de conscience en Arabie Saoudite que le soutien au terrorisme est une impasse, qu'ils en sont peut-être d'ailleurs qu'ils en seront peut-être un jour les premières victimes. Il y a 1000 raisons, y compris alors là pour le coup d'un cynisme total. Donc là encore, les choses ne sont pas si simples et cette guerre de civilisation à l'intérieur de l'islam, entre les modérés et les totalitaires, sa frontière bouge doucement, elle n'est pas fixe. Alors,
Ensuite, est-ce qu'il faut faire une loi sur les séparatismes alors qu'on continue à parler avec le Qatar? C'est sûrement pas bien de parler avec le Qatar, mais c'est pas pour ça qu'on va pas faire les lois. Faisons les choses une par une. Moi, si on me donne une loi sur les séparatismes qui dit aux musulmans de France, on va vous débarrasser de ces brebis galeuses que sont les extrémistes, c'est très bien. Après, si on peut s'occuper de la question du Qatar, tant mieux. Si on peut vérifier que l'Arabie Saoudite est bien en train de changer, formidable. Mais c'est pas... Le maximalisme, c'est-à-dire attendre que toutes les conditions soient réunies pour décider d'une mesure, c'est toujours un piège pour les démocraties. Démocratie, ça se fait petit à petit. Donc cette loi sur les séparatismes, ce discours du président Macron, pardon, mais c'était très bien. L'actualité cette semaine a été marquée par la libération de Sophie Petronin. Il n'y a plus d'otages français dans le monde. Cette dame est rentrée après 4 ans détenue dans le Sahel par des djihadistes. Est-ce que vous avez compris les polémiques qui ont accompagné sa libération? On va en citer 3. Rappeler les choses à nos téléspectateurs. 1, les conditions de sa libération, les contreparties. 2, le fait qu'elle se soit convertie au cours de sa captivité. Et 3, le fait qu'elle a refusé de qualifier ces groupes-là de djihadistes. Écoutez, j'ai surtout été bouleversé, franchement, par les retrouvailles entre Sophie Petronin et son fils. J'ai trouvé ça magnifique. Je faisais partie de ceux qui trouvaient insupportable cette captivité si longue. Je crois avoir une petite idée de ce qu'est le travail humanitaire, de ce que ça implique de dévouement, de ce que ça implique de sens de la fraternité. Et pour moi, le principal aujourd'hui, c'est ça. Après, il faudra regarder, il faudra réfléchir, en effet, aux questions que vous posez. Mais là, aujourd'hui, pour moi en tout cas, place à l'émotion. Non mais tout de même, derrière la compassion, il faut avoir la lucidité. D'un côté, on est face à un syndrome de Stockholm et on ne va pas accabler cette pauvre otage. Ces réactions sont quelque part normales, même en étant, pour nous, incompréhensibles. On peut comprendre ce qui l'a amené vers ces positions-là. Mais la deuxième chose, c'est que, au passage, parce qu'il y a eu un putsch au Mali, des islamistes ont été libérés, nombreux, dont quelques chefs qu'on va retrouver en face de nous, avec des armes qui auront été achetées, peut-être avec la rançon éventuellement versée à l'occasion de cette libération. C'est quand même inquiétant. Bien sûr que c'est inquiétant, de même que c'est inquiétant lorsqu'on libère des terroristes du Hamas dans d'autres types d'échanges. Bien sûr que oui, je ne me réjouis pas. De toute façon, sur le plan philosophique, entre guillemets, je pense qu'on n'a jamais raison de céder au chantage. Mais est-ce qu'on est en train de... On n'a jamais raison, de négocier avec les terroristes. Je crois qu'on ne négocie pas avec eux. Bon, on l'a fait cette fois-ci. Est-ce que la France protège le Mali pour que le Mali, pour des raisons politiques ou géopolitiques qui lui sont propres, réarme les ennemis qui vont tirer sur les soldats de la France? Non. Est-ce qu'on n'est pas dans cette contradiction? Pour l'instant, la France n'est pas responsable du coup d'État qui a eu lieu au Mali. Donc voilà, alors on est face, c'est plus qu'une contradiction, une sorte de tragédie de l'histoire. Bien, oui, c'est possible, ça, on verra. Ça arrive la semaine où l'OTAN va abandonner complètement l'Afghanistan, que nous avons assez piteusement rendu aux talibans. Oui, plus que piteusement, c'est même alors là, pour le coup, c'est un scandale. Les pourparlers qui ont lieu en ce moment même au Qatar entre les talibans et les républicains afghans sont une farce tragique. Les talibans sont déjà là. Moi, j'étais en Afghanistan il y a quelques semaines. J'en ai rapporté un reportage paru il y a 15 jours dans Paris Match. Et c'est vrai que ce pays, l'Afghanistan, qui a payé un tel tribut à la guerre antiterroriste, le pays du commandant Massoud, le pays qui a bataillé depuis des décennies contre les soviétiques, contre le djihadisme radical, le fait qu'il soit abandonné en rase campagne aux talibans, c'est-à-dire à Al-Qaïda et Daesh réunis, c'est un échec pour l'Occident absolument tragique. Alors là, pour le coup, c'est pas une négociation, un bras de fer que nous aurions perdu au finish. C'est un gigantesque cadeau que nous offrons au djihadisme mondial. C'est une guerre que nous avons, et les Américains d'abord, que les démocraties ont décidé de perdre.
Est-ce que la voix de l'Occident telle que vous le décrivez n'est pas en train de s'essouffler et de perdre de sa puissance? On va rappeler qu'il y a une guerre en ce moment aux confins de l'Europe, dans le Haut-Karabakh, avec un cessez-le-feu qui a été demandé, qui n'a pas été respecté. Il y a eu des bombardements cette nuit. À l'instant, l'Union européenne fait une déclaration. Elle se dit extrêmement préoccupée. Ce sont les mots de l'Union européenne. Est-ce qu'on en est rendu à ça désormais? Oui, parce qu'il n'y a plus de président des États-Unis, parce que les États-Unis eux-mêmes sont en train de disparaître de la scène du monde, parce qu'on est de retour dans un monde précolombien, à un monde d'avant Christophe Colomb, un monde où l'Amérique ne compte plus. C'est ça le phénomène majeur auquel les Européens ont du mal à faire face jusqu'à présent. Ça pourrait être une opportunité, pardon, mais diplomatiquement, ça pourrait être une opportunité pour l'Europe. Peut-être, mais ça prend du temps. Jusqu'à présent, jusqu'à Trump, ou peut-être encore un peu avant d'ailleurs, jusqu'au début de cet effacement américain, la règle, c'était le camp des démocraties parlant d'une seule voix entre alliés sincères, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Aujourd'hui, il n'y a plus d'Amérique. On vient de le voir en Afghanistan, on le voit en Ukraine, dans le Donbass, dont les États-Unis d'Amérique ont décidé de se laver les mains, en Biélorussie et ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a une Europe qui est obligée de faire seule pour assurer sa propre protection, d'abord, et pour porter ailleurs le flambeau des valeurs démocratiques. Donc c'est vrai que c'est un moment d'acclimatation difficile et les dirigeants européens ont du mal à s'accommoder à cela. Alors ça dépend lesquels. Macron, le président français, dans le cas du Haut-Karabakh, heureusement qu'il était là. Il a eu les réflexes justes. Il a prononcé les mots de condamnation qu'il fallait. Naturellement, c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suivi des faits, surtout. Oui, c'est pas suivi des faits, mais on voit bien qu'effectivement l'Union européenne a toujours péché par ce manque de diplomatie, mais porter une parole diplomatique à 27, on sait très bien que c'est difficile, surtout que là-dedans, il y a l'influence russe sur les pays de l'Est de l'Europe qui ont été intégrés les plus tard. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous diriez qu'au travers de ces cas-là, au travers de ce qui se passe entre la Grèce, la Turquie, ce qui se passe au Haut-Karabakh, vous citiez également le Donbass, etc., on a globalement, est-ce que vous diriez, comme ce qu'a dit le président Macron, que l'OTAN est en état de mort cérébrale et qu'aujourd'hui, ce manque de multilatéralisme conduit à une reprise des scènes de guerre qu'on ne pensait pas revoir depuis 1994 aux portes de l'Europe? Je crois qu'il y a déjà un problème dans l'OTAN, c'est que le loup est dans la bergerie. La Turquie. Le problème de l'OTAN, ça s'appelle la Turquie. Avoir dans l'Alliance, et à cette place, c'est la deuxième armée de l'OTAN, un pays, donc la Turquie, qui achète ses avions aux États-Unis et qui achète ses batteries antimissiles aux Russes, c'est une absurdité. Avoir à l'intérieur de l'OTAN un pays, la Turquie, qui rêve de reconstituer son empire ottoman et qui greffe ce rêve sur l'islamisme radical dont on parlait tout à l'heure et qui est la proie, le régime turc d'aujourd'hui, de l'idéologie frère musulman, ça n'a pas de sens. Mais pardon Bernard. Donc la première chose à faire pour que l'OTAN soit plus en mort cérébrale, c'est déjà de suspendre la Turquie. De suspendre la Turquie, ok. Mais on voit bien que par exemple sur le cas grec, la France a été aux côtés de la Grèce dès le début des problématiques en Méditerranée autour des forages. De fait, la France s'est retrouvée assez isolée dans l'Union européenne, n'a pas été suivie par ses partenaires. Et en plus, la France annonce avoir vendu des armes à son allié grec, 18 rafales, 4 frégates, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une part de cynisme de la part de la position française? Attendez, non. Défendre la Grèce, franchement, quand on est européen, c'est la moindre des choses, c'est pas du cynisme. Et lui vendre des armes. Pardon? Et lui vendre donc des armes. Défendre la Grèce. Aujourd'hui, la Grèce est menacée politiquement et peut-être militairement par les Turcs. Erdogan ne s'en cache pas. Donc l'aider à se défendre, c'est la moindre des choses si on est européen. Quitte à s'isoler de ses alliés européens. Écoutez, il y a des moments dans une situation historique, et nous sommes dans un moment historique, en effet, où l'Europe est en train de se démanteler face aux assauts conjoints, ou disjoints d'ailleurs, mais convergents parfois, d'Erdogan et de Poutine. Bien, il y a un moment où il faut que certains disent les choses et prennent leurs responsabilités. Vous dites le cynisme. En juin dernier, dans cette affaire turco-grecque,
la France a pris ses responsabilités. Il y a une frégate française qui a dit halte là à un navire de guerre turc, qui s'est fait d'ailleurs illuminer, comme on dit en langage militaire, par le navire de guerre en question, qui s'est fait allumer. On était au bord de l'incident. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que la France se couche, il fallait qu'on laisse les janissaires d'Erdogan rêver comme au temps de Lord Byron, d'occuper la Grèce et de récupérer... Non, ça n'est pas digne. Donc, heureusement il n'y a pas que la France d'ailleurs, et vous avez d'autres pays en Europe, les pays baltes ont une diplomatie courageuse et digne, l'Allemagne, même si elle a une équation différente, mais enfin, en tout cas... Elle n'a pas condamné. Voilà. Justement, est-ce que c'est pas la force de l'Europe que d'avoir deux mâchoires, si j'ose dire, la dureté de la France vis-à-vis de la Turquie, et puis une Allemagne qui, par ses liens historiques, on l'a vu dans l'affaire des migrants, on connaît l'importance de l'immigration turque en Allemagne, l'Allemagne peut, elle, être dans un rôle un petit peu plus souple. C'est peut-être une manière moderne d'avancer que d'avoir une diplomatie un peu plus kaléidoscope. Je crois pas. Je crois que la force de l'Europe, ce serait de se doter d'une politique étrangère et d'une politique tout court autonome. Il n'y a pas d'autre force de l'Europe. Le reste, c'est des paroles, c'est du blabla. Il faut, pour que l'Europe existe, il n'y a pas le choix, pour que même l'euro subsiste, il faut que l'Europe devienne une force politique. La première erreur de l'Europe, mais d'abord de la France, est-ce que c'est pas d'avoir abandonné les Kurdes, après les événements en Syrie contre Daesh, abandonner les Kurdes aux Turcs? Naturellement, c'est là que vous savez... Erdogan s'est senti pousser des ailes. Erdogan est un dictateur à l'intérieur, c'est un impérialiste ottoman à l'extérieur, et il est nourri par des idéologies turques qui s'apparentent à ce qu'on a appelé, nous les Européens au XXe siècle, le fascisme. C'est un mélange bizarre d'idéologie néo-hittite, néo-touranienne, et ainsi de suite. Donc c'est une sorte d'islamiste matiné de fascisme. Face à ce genre de personnages, il n'y a pas de secret. Si on les laisse faire, si on les laisse avancer, on a bien connu le scénario en Europe jadis, qu'à Dieu ne plaise que cela se reproduise. Si on les laisse avancer, ils ne connaissent pas de limites. Ils testent les résistances. Et puis ils avancent. Mais pour l'instant, pardon, mais il n'y a pas de résistance. On a laissé Erdogan franchir la frontière pour attaquer les Kurdes. Erdogan qui maintient une pression sur l'Europe, et on en reparlera, grâce à sa gestion des camps de migrants, en disant bah, attendez, si vous n'êtes pas content, moi j'ouvre tout et vous verrez bien ce qui se passera. Et on comprend la menace et ce qu'elle signifie. Au moment où on parle de terrorisme endogène chez nous et de menaces venues de l'extérieur, enfin, pour l'instant, on n'est pas très ferme. Eh bien, on a tort d'abord, voilà exactement ce à quoi je pensais tout à l'heure quand je disais qu'on n'a jamais raison de céder au chantage. Erdogan fait un double chantage aux réfugiés et au terrorisme, en vérité. Je crois qu'il ne faut pas y céder. Et je pense que l'erreur originelle, Christophe Barbier a raison, ça a été, il y a un an d'ailleurs, quasiment jour pour jour, à un jour près, de ne pas réagir lorsque la Turquie a envahi le Kurdistan syrien. Mais concrètement, pour les gens qui nous regardent, ça veut dire quoi réagir, Bernard-Henri Lévy? Parce que c'est plus faire une déclaration, les déclarations, elles sont faites. Eh bien, vous savez... On va pas prendre des sanctions, les sanctions, tout le monde s'en fiche. L'année précédente, non, vous vous trompez. L'année précédente, il y a 2 ans et 3 mois, il y a eu, entre les États-Unis et la Turquie, un vrai bras de fer autour d'une question symbolique qui était... la prise d'otage d'un pasteur américain. Erdogan avait en otage un pasteur américain évangélique. On peut penser ce qu'on veut, c'est comme ça. Pour une fois, Trump a décidé de ne pas laisser passer. Peut-être parce qu'il voulait plaire à son électorat évangélique, peut-être parce que des principes se sont éveillés en lui, je n'en sais rien. Il a déclenché l'offensive diplomatique, économique et financière. La monnaie turque s'est effondrée, le Qatar a tenté de venir à son secours en injectant dans le système turc des sommes à donner le tournis, même quand on est habitué au Covid, et puis il a fini par reculer. Il a fini au mois de septembre ou octobre par libérer l'otage parce qu'il ne pouvait pas tenir. Arrêtons, les démocraties ne sont pas totalement démunies. On n'est pas des pauvres enfants peureux et pleutres face à un Erdogan qui serait doté de tous les pouvoirs. Et en Libye, on l'arrête comment? Mais en Libye, la même chose, en n'acceptant pas ce condominium russo-turc qui est en train de s'établir sur la Libye. Donc en soutenant l'Égypte? En soutenant qui on veut, si possible les deux.
parce que moi, je ne me résigne pas au partage de la Libye. Si possible, les deux. En tout cas, je veux dire, on est la France, on n'est pas le Liechtenstein. Nous sommes un grand pays, avec un siège au Conseil de sécurité, avec une économie prospère, respectée. Le président Macron, ses prédécesseurs aussi, sont respectés à l'échelle du monde. On n'est pas obligé de laisser Erdogan et Poutine se faire les muscles sur le terrain de jeu libyen. Il y a là aussi quelque chose qui n'est pas fatal. Alors vous avez parlé de la fragmentation de l'Europe. En fait, il y a quelque chose qui la caractérise, mais c'est d'ailleurs propre à l'Europe, c'est la montée des populismes. Il y a eu plusieurs élections, c'est démocratique à chaque fois. C'était le cas au Brésil, c'était en Hongrie, en Pologne. Dans votre tour d'Europe, sur scène, on pourrait parler théâtre d'ailleurs avec Christophe Barbier. J'ai vu d'ailleurs la pièce au tout début avec Jacques Weber, avant qu'elle s'appelle Looking for Europe, mais Hôtel Sarajevo. Ce film, donc Princesse Europe, qu'on pourra voir au cinéma à partir du 14 octobre, film documentaire de Camille Lotto. Est-ce que vous revenez optimiste face à ces montées populistes, cette fragmentation, ou est-ce que vous faites un constat qui est plutôt à l'inverse? Non, je reviens. En tout cas, je suis revenu de cette tournée il y a un an. C'était au moment des élections européennes. Ouais. Tout le monde baissait les bras. Tout le monde disait l'Italie c'est Salvini, la montée de l'AfD en Allemagne est inéluctable et Le Pen va gagner l'élection. Bon, j'ai modestement à ma petite place mouillé ma chemise, je suis allé de ville en ville et j'ai découvert qu'il y avait une majorité silencieuse considérable qui n'était pas prête à ça, qui n'était pas prête à donner les clés de l'Europe à Salvini, Le Pen et l'AfD. Donc c'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'avais entrepris cette tournée européenne. Je faisais campagne sans être candidat à rien, mais je faisais campagne pour une idée. Il ne faut pas céder au découragement. Vous savez, je parlais tout à l'heure des trois grandes crises de la conscience libérale et démocratique. Dans la deuxième, en 1938, le grand philosophe Edmund Husserl disait que le plus grand danger pour l'Europe, la plus grande maladie, c'était ce qu'il appelait la cendre de la grande lassitude. Voilà. La lassitude de soi qui s'empare, parfois, souvent, de plus en plus des Européens. Eh bien, il faut y résister. Moi, en tout cas, c'est ça que j'essaie de faire. Pardon Bernard-Henri Lévy, mais pour réenchanter cette Europe que vous appelez de vos voeux, il faudra certainement bien plus que de partager une monnaie, que de partager des directives, que de partager des sommets européens comme celui... Et des emprunts. Et des emprunts comme celui qui se tiendra en fin de semaine prochaine. On voit bien que la question des valeurs, elle est au centre. Que ce soit par rapport au coup de boutoir de certains pays comme la Pologne, comme la Hongrie, sur les valeurs que porte l'Union européenne, que ce soit aussi de la part des pays de l'Ouest qui se disent, dont la France, qui se disent plutôt ouverts sur ces questions. Je voudrais qu'on revienne un instant sur ce qui s'est passé au camp de Moria et l'incendie et tout ce qui se passe aussi autour de la question migratoire et ce depuis 2015. On parle de la Grèce, hein, on parle de la Grèce. Est-ce que... et je vais paraphraser pour ça Aimé Césaire, qui, dans son discours sur le colonialisme, parlait de l'ensauvagement de l'Europe sur la question coloniale. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ensauvagement aujourd'hui de l'Europe, dans ses valeurs, sur le traitement des réfugiés ? Là encore, je ne dirais pas ensauvagement, mais des missions, bien sûr. Et le camp de Moria, vous savez, sur l'île grecque de Lesbos, il se trouve que je connais un peu l'histoire, puisque j'y suis allé cette année 2 fois. Juste avant le Covid, juste avant l'entrée en Covid et juste après. Dès qu'on a pu voyager, dès qu'on a eu le droit de quitter la France, la première chose que j'ai faite, ça a été de prendre un billet pour Athènes et Mytilène et de là aller à Moria. Donc je connais bien cette situation. Et je suis rentré du camp de Moria, là encore avec un reportage qui avait été publié pour Match, et où je disais qu'il n'y avait rien, que le camp de Moria c'était l'enfer et qu'on ne réparait pas l'enfer. Voilà. Qu'il fallait que ces 17 000 ou à l'époque 21 000 personnes soient accueillies dans l'Europe et qu'il fallait arrêter avec cette espèce d'enfer à ciel ouvert. Bien sûr. Donc, dans l'ADN de l'Europe, il y a l'hospitalité, il y a l'asile et il y a
ces valeurs humanistes dont vous parlez. Mais Elle a ça ne oublié, fonctionne pas. Hein. Les Européens se partagent les migrants comme on se partage des objets qu'on n'a pas envie d'accueillir chez soi. Nous, on en prend 500. Et je rappelle ce chiffre à chaque fois, mais le Liban, qui est traversé par des crises multiples, qui a 7 millions d'habitants, a 1 500 000 réfugiés. Ce qui veut dire que si on fait un parallèle, c'est comme si nous, on avait 6 millions de migrants. C'est la raison pour laquelle, dans le film de Camille Lotto dont vous parliez tout à l'heure, l'un des points sur lesquels je bataille, c'est sur cette question des migrants, qui est à mon avis cruciale. Cette question de l'hospitalité, c'est-à-dire certes avoir un chez-soi, mais y accueillir autrui, y accueillir l'étranger. Il n'y a pas d'Europe sans cela. Il ne faut jamais oublier l'Europe. Originairement, c'est la petite princesse Europe, c'est une étrangère, c'est une moyenne orientale qui traverse le détroit et qui arrive en Crète. L'Europe, c'est ça. L'Europe, dans son acte de baptême, c'est une migrante qui atterrit sur les côtes européennes. Si on oublie ça, et si on enferme à Lampedusa ou à Moria les migrants en les considérant comme des objets indésirables qu'il faut accueillir au compte-gouttes, 1, on n'a rien compris à l'Europe. 2, on l'a trahi. Et 3, on en est les naufrageurs. Donc la France a trahi l'Europe. La France a trahi ces valeurs dont vous nous parlez. Je pense que la France n'est pas suffisamment généreuse, en effet, est infidèle, oui, à ces lois de l'hospitalité qui sont fondatrices de l'Europe. Alors elle est pour des tas de raisons. Il y a un vrai problème en Europe. C'est qu'il y a des pays qui ont la même voie que la France ou l'Allemagne, qui sont par exemple la Hongrie, et qui sont sur la position que vous savez. La Hongrie dit 0 migrants. Ben, très bien, il y a un moment donné où il faut dire à la Hongrie, il faut la mettre au pied du mur. Si tu penses vraiment ça, très bien, mais tu quittes l'Europe. Ou tu payes. On lui propose de payer pour les pays qui vont héberger. Eh bien non. Appartenir à ce club étrange, magnifique, chimérique qu'est l'Europe, ça veut dire partager des valeurs. Et il y a un moment où il faudra dire aux citoyens hongrois, vous avez élu un dictateur illibéral et populiste, M. Orban, il faut que vous sachiez que c'est incompatible avec les valeurs de l'Europe. Alors, si vous voulez vous rapprocher de Poutine et de la Turquie, c'est votre affaire. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on dise un mot du Covid. Nous, on en parle beaucoup. Vous en avez parlé beaucoup également. Vous avez écrit un livre. Vous en parlez trop. Je ne sais pas si on en parle trop. En tout cas, on raconte les choses qu'il faut raconter. Et en tout cas, on essaie de relater des faits. Ce virus qui rend fou, c'est chez Grasset. C'est le livre que vous avez écrit à ce sujet, qui parle notamment de ce que vous venez de me dire à l'instant. Est-ce qui rend toujours fou, selon vous? Parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus pour dire qu'il y a une seconde vague. Et il y a une inquiétude dans la population française. Bien sûr qu'il y a une inquiétude. Bien sûr que cette maladie est extraordinairement grave. Ça, c'est certain. Mais là où ça rend fou, c'est quand on vit comme s'il n'y avait plus d'autres problèmes, comme s'il n'y avait jamais eu d'épidémie dans le passé, comme s'il n'y avait pas d'autres désastres aussi tragiques que celui-là, et comme si ce désastre-là devait occuper l'ensemble de nos écrans et de nos écrans mentaux. C'est là la folie. Après, bien sûr qu'il faut être vigilant. Bien sûr qu'il faut porter le masque, je suis totalement d'accord avec ça. Mais faire comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes aujourd'hui, pas d'autres sources de mortalité, pas d'autres sources de pauvreté, pas d'autres misères sociale ou politique dans le monde que le Covid, ça je pense que c'est de la folie. Oui. Mais parce que aussi ils s'invitent quotidiennement, lorsque les Français ouvrent la porte et qu'ils voient quelqu'un avec un masque, lorsque les Français, on leur interdit d'aller au restaurant, d'embrasser un parent, de se réunir, oui. C'est au-delà d'une présence mentale, c'est une réalité, c'est factuel. Oui, ce qui est factuel, c'est l'existence d'un virus qui a fait aujourd'hui dans le monde 1 million de morts, ce qui est colossal. Bien. Après, ce million de morts, il faut le comparer avec des épidémies passées. C'est pas la plus grave épidémie de l'histoire de l'humanité. Mais notre rapport à la vie a changé depuis la grippe espagnole ou la peste noire. Tant mieux. Notre rapport à la vie a changé. Tout à l'heure, j'entendais sur votre plateau un très éminent professeur qui disait les autres malades avaient disparu dans la nature pendant la première vague de Covid. Avait disparu, le professeur Yazdan Pana. Il n'avait pas disparu dans la nature. On leur avait tellement fichu la frousse
qui n'osaient plus se présenter à l'hôpital. Les gens qui étaient malades d'un cancer à un stade avancé, les gens ayant des troubles psychiatriques importants, ils n'osaient plus se pointer à l'hôpital. C'est pas juste qu'ils avaient disparu dans la nature. Mais est-ce à dire dans ce cas-là, Bernard-Henri Lévy, qu'on a infantilisé les Français dans cette crise ? Ça veut dire qu'il ne faut pas choisir. Il faut, en tout cas moi, mon travail, les médecins font le leur, qui est de soigner la maladie. Celui d'un philosophe, il me semble celui d'un commentateur, c'est de refuser de choisir entre la santé et la liberté. C'est de refuser de choisir entre entre la santé et la liberté. C'est pas ça le choix, surtout pas. Et votre travail et le mien, et je le fais pas assez, c'est de tout faire pour que ces impératifs-là ne soient pas antagoniques. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été avec nous ce soir dans BFM TVSD. Merci beaucoup Nora. Merci Christophe. Merci. Restez avec nous. Très belle soirée sur BFM.